Merci à Paul Lou et à Vincent de m'inviter, de me convier à ce grand moment. Voilà, donc je me situe par rapport à une question qui va être un peu détaillée au cours de notre soirée. Et moi, mon approche, c'est une question, l'obligation vaccinale, une exigence éthique et politique. Alors, vous verrez dans mon intervention qui sera assez liminaire, il y a 3 points que je voulais évoquer. D'abord, qu'en est-il de la liberté ou pas de se faire vacciner quand on a à la fois des considérations personnelles à faire valoir et puis un intérêt collectif général. On parle d'une pandémie avec un nombre de morts qui s'est démultiplié ces derniers temps dans les évaluations qui sont faites. Voilà, donc c'est un premier point. 2 points importants aussi, l'obligation de réciprocité dans tous les textes qui préparent une pandémie, il y en a de multiples. On parle de l'obligation de réciprocité, notamment à l'égard des personnes les plus exposées, j'en dirai un mot. Le devoir éthique d'être vacciné, et puis en conclusion, on parle d'un bien public mondial auquel nous avons le privilège dans les pays économiquement développés de pouvoir accéder. Le 4 décembre 2020, au cours de son entretien, rappelez-vous, avec les journalistes de Brut, le président de la République affirmait, je le cite, « Je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin, parce que d'abord, il faut être très honnête et très transparent. On ne sait pas tout sur ce vaccin comme on ne sait pas tout sur le virus. » Je rappelle, le 4 décembre 2020. Sa position ne devrait-elle pas évoluer aujourd'hui dès lors que des publications attestent des effets favorables de la vaccination évalués en population? Cette option d'ailleurs a été évoquée par la HAS, rappelez-vous, le 10 décembre 2020, dans sa recommandation stratégie de vaccination contre le SARS-CoV-2. La HAS, et je cite, considère qu'il serait opportun de rendre obligatoire la vaccination contre la Covid-19, que ce soit pour la population générale ou pour les professionnels de santé. Mais dans cette même préconisation, donc du 10 décembre 2020, l'instance nationale précise, je cite, la décision de rendre obligatoire une vaccination est d'autant plus justifiée sur le plan éthique que les connaissances sur les futurs vaccins et leur capacité à limiter la contagion du virus sont étendues, ce qui ne sera pas le cas avant un certain temps pour les vaccins contre la Covid-19. Fin de citation. Le temps n'est-il pas venu de se prononcer à ce propos, dès lors que nous disposons des arguments scientifiques et d'une expertise internationale pour estimer de rendre obligatoire une vaccination dès lors que son efficacité est avérée? Le 8 décembre 2020, Kate O'Brien, directrice du département des vaccins à l'OMS, affirmait au cours d'une conférence de presse, je cite, « Je pense que nous n'envisageons pas que des pays créent un mandat obligatoire pour les vaccinations. » Fin de citation. Et un peu plus loin dans son intervention, elle disait, « Il peut y avoir certains pays ou certaines situations dans des pays où les circonstances professionnelles l'exigent ou recommandent fortement à se faire vacciner. » Vous voyez une première distinction, et j'y reviendrai, entre population générale et personnes particulièrement exposées. Mais vous avez noté quand même dans les enjeux qui sont parfaitement identifiés par la HAS, peut-être qu'au moment, et c'est le cas aujourd'hui, où on a suffisamment d'arguments favorables à cette vaccination dans un contexte qui a des effets bénéfiques, en tous les cas en termes de santé publique, peut-être qu'on peut revoir un certain nombre de principes, en tous les cas ça n'a pas été fait en France, mais la question mérite d'être posée. J'estime donc indispensable de confronter nos principes, nos expertises et nos points de vue à la réalité des circonstances présentes. Depuis un an, les multiples conséquences de la pandémie nous confrontent à des dilemmes qu'il nous faut assumer dans le cadre d'arbitrage à la fois responsable et courageux. Et nos réunions, nos webinaires à l'espace éthique ont cherché à développer cette approche d'arbitrage responsable et courageux, et notamment mené d'un point de vue public. Vous avez noté qu'il n'y a pas eu de grande concertation de ce point de vue. En santé publique, ce qui est obligatoire ou systématique s'oppose à ce que doit être le respect de la personne
dans son autonomie et dans sa liberté d'appréciation. Ça a été évoqué par Paul Lou en introduction. La non-adhésion à une mesure qui apparaîtrait injuste, disproportionnée, de nature à accentuer les discriminations, en compromet l'efficacité. Il ne faudrait pas pour autant renoncer à oser envisager, dans un cadre strict, les dispositifs qui contribueraient à atténuer les contraintes qui altèrent la vie sociale. L'article L. 1111-1 du Code de la santé publique, rappelez-vous, c'est relatif, en tous les cas, c'est relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé, puisque c'était un article tiré de la loi du 4 mars 2002, droits des malades et qualité du système de santé. Donc, cet article, repris dans le Code de la santé publique, nous rappelle, je cite, que les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose. Fin de citation. C'est nous donner à comprendre cette obligation de réciprocité qu'on peut évoquer d'une manière un peu plus précise dans un instant. Elle renvoie aux valeurs du contrat social, à ce qui nous engage mutuellement, solidairement. Voilà pour un premier point un peu général, mais j'aimerais, dans le temps qui m'est imparti, être plus détaillé sur l'obligation de réciprocité vis-à-vis des professionnels de santé et des personnes plus exposées que d'autres au risque de contamination et de transmission éventuellement du virus. Et également, vous verrez dans un deuxième temps l'obligation de se faire vacciner. Dans sa résolution qui s'appelle « Sur une distribution mondiale équitable du vaccin contre la Covid-19 » en octobre 2020, l'Association médicale mondiale, et je cite, attire l'attention sur le risque élevé que courent les personnes de santé et les populations vulnérables dans une situation de pandémie. Et à ce titre, exhorte, je la cite toujours, l'Association médicale mondiale, les autorités à faire en sorte que ces personnes soient les premières à recevoir un vaccin sûr et efficace. J'insiste sur le point sûr et efficace, vu de notre point de vue avec le recul qu'on en a maintenant. Fin de citation. L'article 11.11.4 du Code de la santé publique, si souvent invoqué à propos des premières vaccinations en EHPAD, affirme, je cite, « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. » Fin de citation. Pourtant, les professionnels de santé ont l'obligation d'être vaccinés contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. D'un point de vue déontologique, l'article R 4127.2 du Code de la santé publique rappelle les missions du médecin. Je cite, au service de l'individu et de la santé publique. Et l'article 2 des principes d'éthique médicale européenne précise qu'il, le médecin, je cite, s'engage à donner priorité aux intérêts de santé du malade. Fin de citation. La tension est donc évidente entre la liberté d'appréciation du médecin pour ce qui le concerne à titre personnel et ses responsabilités et missions à l'égard d'autrui. Son libre choix conditionne en l'occurrence les conditions d'acceptabilité éthique de son exercice, dès lors qu'il serait susceptible d'exposer à un risque évitable des personnes qui doivent en être protégées. En situation de crise sanitaire, ce fameux devoir de réciprocité est évoqué pour rappeler que les personnes les plus exposées, parmi les professionnels assumant des fonctions essentielles doivent bénéficier de manière prioritaire des moyens permettant de sauvegarder leurs droits ainsi que leurs intérêts. Cet engagement réciproque concerne les obligations du médecin, je le rappelle, au service de l'individu et de la santé publique, dont celle d'être vacciné tant pour se protéger lui-même que pour limiter la contamination de tiers, y compris les membres de sa famille. Lui permettre d'assumer la continuité de ses fonctions s'avère également important dès lors que le vaccin lui évite la maladie avec ses conséquences constatées à propos de la Covid-19. S'y ajoute, et ce n'est pas anecdotique, un point important, c'est la valeur d'exemplarité. Il est peu soutenable
de prescrire à des personnes une vaccination à laquelle, à titre individuel, on serait opposé. Certains responsables institutionnels que j'ai consultés évoquent même la responsabilité morale de ne pas s'assurer que dans le cadre de l'exercice professionnel, les mesures de prévention et de protection ont été respectées, dont en l'occurrence la vaccination. Un document très élaboré a été publié par l'Organisation mondiale de la santé le 14 septembre 2020. Ce document important, c'est Cadre de valeur du SAGE. Le SAGE, c'est un groupe stratégique consultatif d'experts de l'OMS pour l'attribution des vaccins anti-Covid-19 et la détermination des groupes à vacciner en priorité. C'est dans l'intitulé de ce document, la détermination des groupes à vacciner en priorité. Il présente sous deux de ses aspects cette obligation de réciprocité tant à l'égard du professionnel de santé que des personnes qu'il soigne. Je cite le document de l'OMS, « Proposer le vaccin à ceux qui prennent ou supportent des risques exceptionnels pendant une pandémie, souvent en raison de leur profession, est une façon d'honorer les obligations de réciprocité et d'exprimer de la gratitude. » Et un peu plus loin dans le document, il est dit « Une autre raison de proposer le vaccin aux professionnels du secteur sanitaire et social de première ligne est qu'ils sont souvent en contact étroit avec les personnes qui sont, sur le plan biologique, les plus susceptibles de contracter une forme grave de Covid-19 en cas d'infection et qui pourraient bénéficier d'un certain niveau de protection si les professionnels étaient vaccinés. » Fin de citation. Le 6 mars, notre Conseil national de l'Ordre des médecins rendait publique sa position. La vaccination des soignants est une exigence éthique. Je parle du 6 mars 2021. L'instance ordinale prolonge et renforce la position de l'OMS. Alors que l'ensemble des soignants, je cite le document, alors que l'ensemble des soignants est aujourd'hui éligible à la vaccination contre le Covid-19, se faire vacciner est par conséquent une exigence éthique qui s'impose à tous. La vaccination diminuant considérablement les chaînes de transmission du virus. Cette exigence s'impose d'autant plus que les soignants, à qui les Français vouent une confiance importante, ont plus que jamais un devoir d'exemplarité qui leur incombe. C'est la formulation du Conseil national de l'Ordre des médecins. Un peu plus tard, dans un autre texte, et on est toujours en mars, le 9 mars, dans son communiqué, la vaccination des soignants contre la Covid-19 doit devenir obligatoire, l'Académie nationale de médecine soutient une position encore davantage prescriptive. Je cite, « Considérant que l'hésitation vaccinale est éthiquement inacceptable chez les soignants, l'Académie nationale de médecine recommande de rendre obligatoire la vaccination contre la Covid-19 pour tous les professionnels de santé exerçant dans le secteur public ou libéral, dans les établissements de santé et dans les EHPAD, ainsi que pour les auxiliaires de vie pour personnes âgées. » Fin de citation. Alors, j'ai terminé mon propos sur la question du devoir éthique d'être vacciné. L'article 41-27-22 du Code de la santé publique éclaire davantage encore la nécessaire approche d'une éventuelle obligation vaccinale. Je cite cet article, « Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire. » Fin de citation. Ce devoir de protection de la santé ne justifie-t-il pas d'intégrer l'exigence de vaccination aux bonnes pratiques professionnelles, au même titre que d'autres contraintes liées à la situation qui imposent certaines règles justifiées et bien entendu proportionnées. Entre le 1er mars 2020 et le 8 février 2021, Santé publique
France a recensé 67 871 professionnels en établissement de santé infectés par le SARS-CoV-2. 19 décès sont déplorés. L'argumentation éthique pourrait être prolongée, mais ce type de justification ne saurait se substituer à la responsabilité individuelle et donc à l'esprit de discernement tenant compte de données scientifiquement probantes. On ne saurait invoquer une clause de conscience pour justifier une décision concernant un engagement professionnel qui oblige à l'égard de tiers. Sans acceptation du professionnel de santé, exercer une contrainte à son encontre s'avérait pourtant difficile en pratique, même si des pays comme Israël ont refusé aux professionnels de santé non vaccinés d'exercer leur activité. Devrons-nous interdire une intervention dans les contextes les plus exposants à une contamination ou auprès des personnes considérées comme les plus vulnérables? Notons que d'autres considérations non négligeables devraient primer dans une décision des autorités publiques qui s'avère indispensable. Qu'en est-il des droits et de l'intérêt supérieur des personnes qui consultent, sont hospitalisées ou vivent dans des établissements médico-sociaux? Ne doit-on pas l'engagement formel qu'elle ne risque pas une surexposition, alors que la Haute Autorité de Santé a précisément fait le choix de prioriser la vaccination dans les contextes de vulnérabilité à une contamination, et cela dès le 27 novembre 2020. L'article 1110.1 du Code de la santé publique rappelle que le droit fondamental à la protection de la santé, je cite, doit être mis en œuvre par tout moyen disponible et au bénéfice de toute personne. Fin de citation. En termes de vaccination, ce droit fondamental à la protection de la santé est celui de bénéficier du vaccin tout en étant également assuré que les mesures sont prises pour éviter un risque de contamination évitable et indu. Dans son point épidémiologique du 4 février 2021, Santé publique France indique qu'entre le 1er janvier 2020 et le 31 janvier 2021, 3312 signalements de Covid-19 nosocomiaux ont impliqué 39 085 cas, 23 528 patients, dont 172 décès, 47 professionnels et 10 visiteurs. 15 547 professionnels et 10 visiteurs. Ces drames méritent d'être considérés comme autant de facteurs justifiant, selon moi, de ne pas reporter plus longtemps les clarifications décisionnelles attendues. Si les instances ordinales de déontologie ont une mission d'analyse, de sensibilisation, de pédagogie et de proposition, l'article 31.11.1 du Code de la santé publique précise, je cite, que la politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la Santé qui fixe les conditions d'immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis de la Haute Autorité de Santé. Fin de citation. Au-delà du formalisme d'un texte de loi, les notions de responsabilité, de loyauté et de confiance sont donc engagées dès lors qu'il est évident, en situation de crise sanitaire, que la politique de vaccination doit intégrer un arbitrage relatif à l'obligation vaccinale. Et je termine mon propos par un simple point. Le 3 décembre 2020, le secrétaire général de l'ONU affirmait au cours de la session extraordinaire Covid-19 de l'Assemblée générale que le vaccin doit être considéré comme un bien public mondial, je cite, accessible à tous, partout. Moi, je constate que nous bénéficions en France du privilège d'une vaccination dont la couverture nationale est annoncée d'ici l'été. Le souci donc du bien commun, comme celui du bien public comme celui du bien commun, justifie donc le courage de débattre comme ce soir d'une de ces exigences, le devoir éthique et politique d'être vacciné. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Emmanuel.
C'est moi qui vais donc relayer les questions déjà assez nombreuses qui sont apparues dans le chat, hein, que je vais te relayer, en tout cas celles auxquelles tu auras envie de répondre, Emmanuel. Alors pour commencer dans l'ordre, Anatole Douanel qui pose la question, l'éthique n'est-elle pas aussi le consentement éclairé? Bon, ce qui est peut-être l'occasion de faire un peu le point sur ce qu'on attend de la démarche éthique. C'est la réponse que je dois apporter. Je vais Si pas tu veux. prendre, je vais pas prendre trop de temps pour développer, parce qu'il y a d'autres intervenantes qui vont passer et Bien qui sûr, mais ont beaucoup d'entendre. on a 5 minutes quand même. Voilà, et on pourra ensuite discuter éventuellement d'une manière plus collégiale, surtout sur ces sujets que d'autres connaissent bien. Mais moi, je pense que c'est bien de parler de liberté, comme on en parle beaucoup, liberté retrouvée. C'est vrai que on voit à quel point les gens avaient envie de liberté, mais on a aussi un point important, me semble-t-il, en termes de santé publique, c'est la notion de responsabilité. Donc, comment exercer une responsabilité vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres? Alors, vous pouvez très très bien dire aussi que les personnes qui s'auto-confinent sont susceptibles de moins transmettre le virus si elles sont porteurs que d'autres personnes. On a, et je pars de ce grand principe, un certain nombre de réflexions qui ont été menées. Quand on parle de la notion de consentement, on aurait pu très très bien dire, et c'est là où il y a un dilemme éthique, que ce n'est pas l'espace privilégié du consentement que de développer l'accès au vaccin prioritairement dans un EHPAD. Et on sait à quel point on a été confronté à des difficultés, j'allais dire, éthiques, précisément parce que dans les EHPAD, une grande majorité des personnes qui ont plus de 85 ans ne sont pas dans la capacité de consentir et n'ont pas évoqué leur volonté. Mais un des grands principes qui a été développé par certains EHPAD, c'est quand on vit en collectivité, on doit être respecté, bien sûr, dans ses valeurs, dans ses préférences, mais on a aussi des responsabilités vis-à-vis de tiers. Donc, dans les EHPAD, puisqu'on avait priorisé ce groupe de personnes qui étaient en EHPAD, avec également le sentiment que si elles étaient prioritairement vaccinées, peut-être que c'est des personnes qui n'auraient pas à subir ce que beaucoup de personnes dans les EHPAD très âgées ont subi dans la première phase du confinement, c'est-à-dire une exposition à la mortalité. Donc, il y a eu tout un ensemble d'éléments conjoncturaux. Donc, pour terminer par rapport à la question du consentement, c'est bien d'avoir des principes, respecter l'autre dans son autonomie, mais on a aussi des devoirs et des obligations. Et c'est vrai qu'on peut comprendre pour des raisons, ne serait-ce que juridiques, différentes raisons, pourquoi l'État n'a pas imposé la vaccination, d'autant plus qu'au moment où il aurait pu le faire, on manquait de vaccins et on ne savait pas comment les choses évolueraient. On était dans un contexte où la société française donnait le sentiment, à travers certaines prises de position, qu'elle était plutôt rétive à la vaccination. Donc on peut comprendre le contexte psychologique. Ce que j'ai voulu faire apparaître, c'est qu'en tous les cas, la question mérite d'être posée en population générale. Et pour moi, il y a effectivement une responsabilité très grave de la part des institutions d'exposer indûment des personnes en situation de fragilité à un risque de contamination. Je pense à des personnes qui ont un problème, par exemple, d'immunité, des personnes qui sont fragiles et qui sont à l'hôpital. Et malheureusement, quand on aura vraiment les chiffres d'une mortalité induite par une exposition à une contamination qui est intervenue au moment, et on a des chiffres précis, puisque les données épidémiologiques interviennent de ce point de vue-là, il y a des données extrêmement précises pour évaluer de quelle manière il y a eu toutes ces affections nosocomiales qui ont eu pour conséquence quand même une mortalité de personnes qui, pour certaines d'entre elles, n'étaient pas rentrées à l'hôpital pour la Covid-19. Donc voilà, je ne vais pas détailler parce qu'il y aura d'autres interventions, mais on n'a pas à être prescriptif quand on fait de l'éthique, mais on a à poser un certain nombre d'enjeux. Là, on a un dilemme, à la fois d'un point de vue individuel et d'un point de vue sociétal, et j'ai quand même entendu beaucoup de gens s'exprimer depuis les débuts de vaccination en disant qu'ils étaient fiers de se vacciner pour les autres. C'est-à-dire que c'est un acte de civisme, de la même manière qu'il y a eu tout le débat il y a un an sur le port du masque. On a pu gloser dans tous les sens. Pour moi, c'était aussi un acte civique que de protéger les autres. Voilà. Je ne vais pas détailler. Ce qui me paraît plus grave aujourd'hui que notre débat sur l'obligation vaccinale, c'est que dans des EHPAD où la totalité des résidents sont vaccinés, il y a encore des directeurs qui, d'une manière arbitraire, considèrent qu'ils n'ont pas à aller à venir et les contraignent encore à une contention dans leur chambre.
Voilà, là, c'est des questions éthiques aussi qui sont d'une autre nature. Voilà, je n'ai pas répondu en tout, mais j'ai donné plutôt ma position. C'est très bien. Alors pour finir de faire le point sur ce chat, et effectivement on reprendra plus tard la discussion, un certain nombre de questions qui émergent sur des questions scientifiques en fait. Hein. C'est vrai que les gens se posent la question sur l'efficacité, sur les risques. Est-ce qu'on a le recul suffisant? Est-ce que la vaccination doit nécessairement aboutir à une levée des autres mesures barrières tels que le port du masque, etc. Donc je pense qu'on aura l'occasion de revenir en bloc sur ces différentes questions. Pour le moment, je vais redonner la parole à Paul Loup. Je voulais juste, avant que tu donnes la parole à Paul Loup, observer Ouais. un point qui est d'ordre de la psychologie sociale, si on veut. Si aujourd'hui il n'y avait pas une telle adhésion en France à la vaccination, je ne suis pas certain, alors ce n'est pas l'argument supérieur, qu'on puisse parler de déconfinement. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a eu aussi des gens qui ont fait confiance en la vaccination et des gens qui ont fait confiance tout en connaissant aussi les risques, puisqu'on n'est pas à quelques mois de la première vaccination avec un recul épidémiologique qui nous assure qu'il n'y aura pas des conséquences qu'on verra se développer dans les mois, les années qui viennent. Donc il y a un risque. Mais je pense que, et on travaillera l'espace éthique dans l'après-Covid-19 sur la notion de risque. Il faut savoir apprécier le risque qu'on est prêt à prendre. Et je pense que c'est là où la réflexion éthique est intéressante. Nous, on n'est encore une fois pas prescriptif. J'ai donné mon sentiment, j'ai détaillé avec un certain nombre de repérages, hein, d'un point de vue un peu juridique ou d'un point de vue légal. Mais je pense qu'ensuite, il y a une liberté de conscience individuelle et que quand on est dans une société, on est informé. Ce qui est important, c'est la transparence de l'information et la pluralité des points de vue. Si j'ai un reproche fondamental à faire, je l'ai fait dans mon précédent livre sur la démocratie confinée, ce sera aussi dans mon prochain livre qui va sortir sur la démocratie endeuillée, c'est qu'il n'y ait pas eu de débat public, de concertation sur la vaccination. Et je trouve que ça aurait été intéressant politiquement, et je termine sur ce point, qu'il y ait une consultation, une concertation. Ensuite, c'est au pouvoir public, j'ai dit en citant le texte qui donne toute cette mission au ministre de la Santé, d'arbitrer. Et je pense qu'il y aurait eu ce débat, peut-être qu'on serait plus responsable, plus mature, et peut-être on adhérait davantage à cette position comme on le fait aujourd'hui sur le pacte vaccinal. Voilà, merci de votre attention et on assurera le service après-vente à l'espace éthique pour prolonger toutes ces discussions. Très bien, merci beaucoup Emmanuel. Je vais maintenant donner la parole tout de suite à Virginie Pirard, que j'ai déjà présentée, mais je peux le refaire, qui est coprésidente du comité de bioéthique de Belgique. Merci beaucoup Virginie. Je te laisse la parole et je partage